Madame la directrice, vous intervenez pour notre partenaire fondateur qui est EDF Collectivité qui travaille avec nous à nos côtés et ils ont créé une filiale dont vous êtes responsable, Proxity, euh, qui fait pas mal de choses pour aider les villes, les collectivités sur la partie numérisation. Alors, peut-être en deux mots, ce serait bien que vous puissiez vous représenter, puis on attaque après. Tout à fait. Donc, merci bien. Merci pour votre invitation, évidemment. C'est avec plaisir qu'on répond de nouveau à ces auditions. Véronique Bru, directrice générale de Proxity, groupe EDF. Proxity, c'est une filiale, en effet, qui a été créée par le groupe il y a un petit peu plus d'un an, presque un an et demi, pour répondre aux enjeux de dynamique des territoires et notamment des centres-villes, des villes moyennes, très rapidement par le biais de deux actions. La première étant l'utilisation d'un pass qui ressemble un petit peu à un dispositif de fidélité, une carte de fidélité, permettant de se créer un réseau de consommateurs, un fichier de consommateurs qui ont envie de visiter le centre-ville et qui sont récompensés pour cela. Et puis la deuxième chose, qui n'est pas digitale, c'est une animation humaine des centres-villes que nous réalisons dans tous les territoires où nous sommes installés et à laquelle nous tenons beaucoup. Alors peut-être que, alors avant que vous nous donniez quelques chiffres qui nous intéressent beaucoup, peut-être Constant Papillon-Blard qui va réaliser la synthèse de de toutes les auditions. La première question, peut-être? Oui, bonjour Madame Bru, merci d'être avec nous. Donc on s'était déjà rencontrés il y a maintenant presque un an lors du premier confinement et vous avez déjà auditionné donc pour Proxity, à l'époque qui avait un autre nom, mais c'était vos débuts. Ma première question, donc dans le cadre de vos fonctions, quel est un peu votre regard par rapport au numérique et à son utilisation, notamment dans nos centres-villes? Oui, merci pour cette question. Elle est évidemment fort intéressante dans le contexte dans lequel nous sommes. De notre côté, nous intervenons et nous observons des centres-villes de villes moyennes ou de petites villes et nous observons que le numérique n'est pas ce qu'il est dans de grandes métropoles, évidemment. Il n'est notamment pas une évidence pour l'ensemble des commerçants d'un territoire. D'abord parce que l'outil informatique, mais je dis là une généralité, n'est pas un outil avec lequel on est nécessairement à l'aise lorsqu'on est un commerçant. En tout cas, c'est pas l'outil sur lequel on travaille tous les jours. Ce qui nécessite d'ailleurs très souvent un accompagnement ou au moins une formation, mais souvent un accompagnement dans la durée. La deuxième chose, c'est que le référencement, puisqu'on parle digital, on peut parler aussi référencement et visibilité sur Internet. Ce sont des techniques qui sont finalement peu maîtrisées parce que ce n'est pas le métier naturel d'un commerçant qui est dans sa boutique. Et c'est un métier à part entière qui demande du temps et qui demande d'autant plus de temps que l'on souhaite un résultat probant face très souvent à des plateformes ou à d'autres sites d'achat en ligne qui, eux, sont très performants parce que c'est leur métier natif. La troisième chose, c'est que le consommateur, lui, toujours dans cette rubrique, on va dire, du numérique qui n'est pas une évidence, le consommateur, il privilégie très souvent la convivialité du centre-ville. On a fait quelques enquêtes dans des villes de taille moyenne, encore une fois, qui nous font penser que le consommateur, même jeune, lorsqu'il va en centre-ville ou lorsqu'il achète dans un commerce de proximité, c'est en partie pour vivre une expérience conviviale et agréable. Et ça fait partie, finalement, presque de l'acte d'achat. Dire. Il y a aussi une volonté d'acheter local. On voit une tendance, j'y reviendrai dans les chiffres, on voit une tendance très nette à souhaiter acheter local, mais ce souhait passe souvent par une fréquentation finalement physique. Donc, qui dit fréquentation physique va dire, est-ce que le consommateur va s'adapter aussi bien à un outil digital proposé par le commerçant
qu'à Amazon. Finalement, il n'a pas le même objectif lorsqu'il va sur un type d'achat ou l'autre. L'objectif du centre-ville n'est pas du tout le même que d'acheter, bien évidemment, une machine à laver sur un site internet spécialisé. Ça n'est pas le même type d'acte d'achat. Donc le numérique n'est pas nécessairement une évidence. Et j'ai envie de dire en plus, et c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est un projet de territoire. Je m'explique, le commerçant tout seul peut tout à fait être visible, notamment en créant une page Facebook, qui est finalement souvent la première étape de sa digitalisation, même si c'est très simple. En revanche, créer un projet ambitieux autour d'un outil, qu'il soit comme le nôtre de fidélité ou de fidélisation ou autre chose, peu importe à la limite, quel que soit le projet, c'est souvent d'abord dépendant à la qualité de la connexion Internet, qui n'est pas bonne partout de la même manière sur le territoire, d'ailleurs y compris des situations inégales actuellement dans l'installation de la fibre. Mais ça suppose aussi l'émergence d'un collectif de commerçants, de collectivités, de consommateurs, voire parfois même de grandes distributions, pourquoi pas, et d'une animation très forte qui va être opérée souvent par un professionnel pour faire émerger ce projet numérique. Donc c'est malgré tout toujours un projet ambitieux qui ne va pas de soi pour le commerçant indépendant qui est tout seul dans sa boutique et qui n'a pas nécessairement la force d'un collectif autour de lui. Donc je dirais le numérique, lorsqu'on l'observe de cette manière, on pourrait se dire, voilà, il y a quelques challenges à relever pour l'installer correctement. Après, ce que je voudrais dire aussi sur les observations que l'on a menées au cours de cette année et qui étaient particulièrement intéressantes puisque beaucoup d'initiatives ont émergé, c'est que le numérique, évidemment, est utile, notamment lorsqu'il met en visibilité des commerces, lorsqu'il permet d'acheter, lorsqu'il permet de fidéliser un client. Donc, le numérique, évidemment, est utile. Mais nous observons que là où il est utile, c'est là où on a réussi à mêler un outil avec une animation de cet outil qui est adapté et qui souvent se situe dans la durée. L'outil, quel qu'il soit, d'abord doit être simple, il doit être à prendre en main facilement par les commerçants, il doit être intuitif finalement. Mais on s'aperçoit que là où on a expliquer à tous que l'outil n'est pas une fin en soi et que nous allons nous occuper du reste, que nous allons nous occuper des bugs, des problèmes de support, du mode d'emploi, de la formation, des supports de communication, du référencement, de la communication locale, de la gestion de flux financiers s'il y en a. Bref, je vous en passe. Lorsqu'on dit tout ça, et que l'on programme une animation soi-même et qu'on dit, voilà, vous n'aurez pas à paramétrer un outil, vous n'aurez pas à faire des choses compliquées, simplement, voilà, vous avez un mode d'emploi et ça vous suffit. Là, tout à coup, l'outil, le digital, prend une autre ampleur parce qu'il y a une animation qui permet quelque part à la mayonnaise de prendre un peu. Donc ça, c'est le premier espoir que je donnerais là-dessus. Le deuxième espoir, c'est que la formation a un effet extrêmement bénéfique lorsqu'elle est bien faite. Même lorsqu'un outil est simple, il nécessite de s'y faire, d'apprendre à s'en servir. Et on a observé, on a essayé plusieurs choses puisque nous-mêmes nous proposons un outil, donc il nous faut bien aussi s'appliquer à soi-même ce que l'on préconise. On a regardé si on pouvait faire à distance, si on pouvait faire un manuel simplement pour que le commerçant sache où cliquer. Finalement, le plus simple, eh bien, c'est peut-être bête à dire, mais c'est de former sur place un commerçant, de passer dans les boutiques du territoire, de dire voilà, déjà, vous me voyez, vous êtes rassurés, je suis là, je serai là aussi plus tard, lorsque vous aurez un problème, vous m'appellerez. Et en attendant, je vais rester une demi-heure avec vous. Vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir que c'est relativement simple. Et puis ensuite, au cours du temps, eh bien, je serai encore là. Et surtout, lorsque je serai partie, eh bien, l'état d'esprit du digital, c'est malgré tout de faire en sorte que le commerçant continue à faire son métier, qui est un métier d'humain et de proximité, et non pas un métier où il serait perturbé, entre guillemets, par des problématiques techniques. À partir de là, et une fois qu'on a mis en place ces conditions, le bon outil, une simplicité d'utilisation, mais aussi une animation, encore une fois, dans la durée,
et un support aux commerçants, alors on commence à raconter de belles histoires. Je profite de l'occasion pour en raconter une qui est peut-être étonnante, mais on a sur nos dispositifs une grande surface qui dans nos dispositifs cagnotte des euros sur une carte de fidélité, mais le consommateur n'a pas le droit de les utiliser dans la grande distribution, puisque par définition, nous sommes sur des dispositifs qui valorisent les centres-villes. Nous avons eu un coup de fil de cette grande surface, qui est un indépendant pendant les confinements, qui nous a dit, écoutez-moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me doubliez, à chaque fois qu'il y a un confinement, tous les euros que je cagnotte sur des cartes. Est-ce que ça, c'est techniquement possible? On lui a dit, oui, monsieur, tout est possible, et c'est nous qui allons nous en charger. Vous n'allez rien avoir à faire, vous n'allez pas bidouiller dans un outil, vous n'allez pas non plus avoir besoin de communiquer auprès des clients. On s'en charge, on met le taux que vous voulez, on communique aux clients, etc. À partir du moment où c'est simple pour celui qui utilise l'outil, la belle histoire peut commencer à être racontée parce que finalement, le commerçant a plein d'idées. En l'occurrence, là, il s'agit d'une enseigne de grande distribution, mais ça s'applique à beaucoup de bonnes idées en général sur les territoires. Quelqu'un appelle et celui qui maîtrise l'outil va faire en sorte que la demande soit réalisable. Donc, c'est une belle histoire que je raconte là, qui d'autres pourraient être racontées, mais qui illustre aussi que la simplicité à prendre contact avec celui qui va faire fonctionner l'outil permet à chacun ensuite de mettre en place quelque part son idée. Bon voilà, donc si je résumais, je dirais que le numérique, on constate évidemment qu'il progresse sur les territoires, on constate qu'il n'est pas une évidence partout et pour tout le monde, mais qu'il y a probablement des solutions pour le faire émerger mieux et de manière plus durable, en tout cas plus durable et au service du métier des commerçants, très probablement. Très bien. Peut-être, allez, donnez-nous quelques chiffres, vous qui avez un peu des chiffres dans votre boîte magique. Dites-nous un peu comment vous voyez les choses. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, je vais vous donner aussi quelques rationnels. Au-delà des chiffres, quelques rationnels qu'on observe. Alors, en effet, on a une petite boîte magique. On en a plusieurs. On a des chiffres, évidemment, qui proviennent des territoires que nous avons en gestion et que je vais vous partager. On a aussi des chiffres qui proviennent d'enquêtes que l'on réalise sur le terrain. Donc, je vais mélanger un petit peu ces deux éléments qui ne proviennent pas des mêmes sources, mais qui proviennent toujours, évidemment, des territoires que l'on a en gestion. D'abord, la première leçon que l'on tire des chiffres, c'est qu'un dispositif simple est très souvent un dispositif adopté facilement par le consommateur et le commerçant. À titre d'illustration, alors nous sommes sur des cartes de fidélité, donc je parle de ce que je connais, mais j'imagine que ça peut être adapté à beaucoup de métiers. Une carte qui est bien déployée, qui est rapidement déployée, c'est une carte qui évidemment est diffusée auprès des ménages de la manière la plus large possible. Et d'ailleurs, au passage, ça nous crée, nous, un bon levier d'action, puisque nous avons, à partir de ce moment-là, un grand fichier client sur lequel nous pouvons faire toutes ces analyses dont je vous parle et auprès de qui on peut communiquer. Lorsqu'on regarde tous nos territoires confondus aujourd'hui, on se rend compte qu'on a presque la moitié des ménages qui sont équipés d'un pass Proxity. Évidemment, là où nous sommes installés, pas partout en France. Ça représente à peu près 22% des habitants et si on regarde en nombre de ménages, entre 45 et 50% des ménages. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, quand c'est simple, on arrive à faire en sorte qu'un nombre important d'habitants, de ménages, entendent parler, non pas de nous, évidemment, c'est pas dans ce cas EDF ou Proxity qui parle, mais du territoire et de ses commerçants. Et ça, c'est très important. Donc on se rend compte en tout cas que sur ce type de dispositif digital, on arrive à un bon taux d'équipement. La deuxième chose que je voudrais partager, si on parle de chiffres là encore, et là je suis vraiment centrée pour l'instant sur le consommateur lui-même, c'est la consommation des ménages en centre-ville. On observe cette consommation. La première chose que je peux dire, et là il n'y aura pas de chiffres, mais c'est que nous disposons de données qui nous font penser que globalement la consommation retrouve toujours son niveau précédent.
Lorsqu'on sort d'un confinement, alors évidemment, on préférait ne pas avoir à faire ce type d'analyse, mais il se trouve qu'on est obligé de les faire cette année, la consommation ne faiblit pas, donc l'habitude du consommateur à revenir dans le centre-ville revient, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour nous tous. La deuxième chose que je souhaiterais vous partager, là pour le coup c'est un indicateur statistique chiffré, nous avons fait une moyenne, un panier de consommation moyen mensuel en centre-ville que nous sommes en train d'améliorer techniquement et statistiquement, mais que je peux vous communiquer d'ores et déjà, on va dire sur une commune de taille moyenne, de 10 à 20 000 habitants. Aujourd'hui, sur le mois de mars, qui est un mois de confinement, hein, donc il faut faire très attention à ces chiffres, parce que tous les commerces ne sont pas ouverts, il est aux alentours de 40 € sur le mois, donc 40 € pour un ménage moyen. Il est relativement bas, on s'attend à ce qu'il remonte d'ici l'été. Très probablement, on va réussir à le doubler, ce panier moyen, pour retrouver quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement de l'été avec l'ensemble des boutiques ouvertes, y compris des restaurants. Mais 39-40 € sur un mois, ça permet d'avoir une bonne base de départ pour imaginer dans quelle mesure on va observer cette progression au cours du temps. Et on voit qu'effectivement, pour l'instant, ce panier n'est pas, on va dire, à l'attendu de ce qu'on pourrait espérer, qui serait aux alentours de 70 ou 80 €. C'est un élément statistique que l'on suit au cours du temps et on pourra vous proposer de vous montrer comment il a évolué, d'ailleurs, d'ici l'été. Mais ça donne, malgré tout, une idée de ce qu'un ménage consomme en centre-ville. Concernant maintenant les acteurs du territoire, quelques chiffres de la même manière. Nous nous apercevons, donc là je vais parler plutôt des commerçants et des acteurs de territoire, nous apercevons qu'il y a une bonne mobilisation des acteurs. On n'est pas dans une période, alors on est dans une période dépressive d'une certaine manière évidemment, parce que l'année a été difficile, mais nous ne sommes pas dans une période où on observerait des commerçants qui se laisseraient aller. On a, à titre d'exemple, 90% de commerçants qui adhèrent à nos dispositifs qui sont des indépendants, qui donc eux-mêmes ne sont pas portés par une centrale ou une entreprise d'enseigne à réseau qui les pousserait à faire quelque chose. Ils font quelque chose d'eux-mêmes et ils viennent rejoindre des dispositifs. Donc c'est plutôt bon signe. La deuxième chose, c'est que la grande distribution aussi est très active et parfois nous rejoint, alors même d'ailleurs que dans le cas de nos dispositifs, elle n'en bénéficie pas financièrement, contrairement aux commerçants. Malgré tout, quand elles nous rejoignent, on se rend compte qu'elles génèrent à peu près 60% des cagnottes des consommateurs, puisque nous sommes, encore une fois, sur des dispositifs de fidélisation. Ce qui est colossal en réalité. Et c'est ce qu'elles génèrent en termes de cagnottes, elles n'en profitent pas, puisqu'encore une fois, c'est au profit du commerce de proximité. Donc on s'aperçoit dans les chiffres, on va dire commerçants et plus largement adhérents au dispositif, qu'on a un grand taux d'indépendants, un grand dynamisme malgré tout des commerces indépendants qui souhaitent se battre. Et lorsque la grande distribution veut faire quelque chose, elle le fait de manière relativement massive sur les territoires, ce qui peut porter évidemment à beaucoup de débats, mais ce qui, malgré tout, nous permet d'avoir des effets positifs sur les centres-villes où l'on intervient. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner un chiffre issu d'une enquête, là pour le coup, qui n'est pas issu des données de consommation que nous avons dans les outils. Quand nous faisons une enquête auprès de commerçants pour leur demander eh bien, ce qui leur plaît moins, ce dont ils ont besoin, on se rend compte que plus de 80% de ces commerçants, encore une fois, pour la plupart ce sont des indépendants, nous citent 3 éléments, et quasiment toujours les mêmes. La première chose, c'est la formation et l'accompagnement. On y revient encore, on se sent mieux quand on a une meilleure formation à un certain nombre d'outils. La deuxième chose, c'est souvent, ce qui revient, c'est l'animation et la communication locale. Voilà. Comment je communique massivement auprès des consommateurs? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas bien faire, moi, commerçant, mais j'ai envie qu'on le fasse un petit peu pour moi. Puis la troisième chose qui revient, c'est moi je suis satisfait quand c'est simple. Donc vous voyez, on revient toujours un peu sur les mêmes mots.
On est souvent à plus de 80% de l'expression des commerçants autour de cet élément, et c'est quelque chose de très massif. Donc évidemment, on reste calé là-dessus, et en particulier dans ces 80%, beaucoup nous disent, moi, finalement, ce qui me va bien, c'est le fichier client, c'est très bien tout ça, de parler à mes consommateurs, c'est super, mais il faut que ce soit simple. Toujours que ce soit simple. La dernière tendance que j'ai un petit peu oublié de préciser tout à l'heure quand je parlais du consommateur, qui est une tendance, alors je ne vais pas chiffrer, pour ça que je vous le dis à la fin, mais on voit très nettement, lorsque je vous parlais tout à l'heure du retour du consommateur dans les centres-villes à chaque fin de confinement. Alors là, on regarde un chiffre juste avant et puis on regarde le chiffre d'affaires généré par le centre-ville juste après. On s'aperçoit que la courbe s'équilibre à peu près. Elle est probablement due, mais c'est un peu intuitif et c'est pareil, issu des enquêtes que l'on fait là pour le coup, par la volonté du consommateur, même jeune, hein, on parle parfois des jeunes qui pourraient avoir des habitudes de consommation différentes, mais à vouloir réellement privilégier une forme de consommation locale. Ce que je trouve là encore positif et assez enthousiasmant. On est malgré tout sur une conscience ou une envie de local qui est forte, qui se traduit aussi bien. On a quelques commerçants chez nous qui sont plutôt des artisans ou des viticulteurs, des personnes qui ont leur production chez eux, sur lesquels on peut observer effectivement une envie du consommateur d'aller justement chez cette personne qui produit localement, plutôt que d'aller acheter ses produits, on va dire, dans des géographies plus lointaines. C'est une tendance que l'on observe et qui est positive. Donc voilà, c'est un élément qu'on peut se partager avec joie, hein, même si par ailleurs, le consommateur, on l'observe aussi, a une volonté plus nette qu'auparavant, probablement de préserver le pouvoir d'achat. Je ne l'ai pas ni écrit pendant ma préparation, je n'en ai pas parlé tout à l'heure non plus, mais nous sommes sur une activité de cagnotage et on observe évidemment les paniers des consommateurs. On voit bien que les paniers actuellement sont plus petits, que les cagnotages le sont également et que les cagnotages partent plus vite. Donc on voit un comportement du consommateur qui va avoir tendance plutôt à privilégier son pouvoir d'achat, à redépenser ses cagnottes, à les dépenser intelligemment. On voit des dépenses très intelligentes qui sont faites sur les territoires. Donc il faut malgré tout, quand je dis le consommateur effectivement va consommer localement, il ne faut pas quelque part être aveugle au contexte qui est le nôtre, qui est un contexte de crise et qui est un contexte de pouvoir d'achat diminué. Mais voilà, donc il y a une bonne nouvelle, le local continue à être privilégié avec une vigilance sur la plus petitesse des paniers qui sont dépensés en centre-ville. Je vous ai parlé des 39 tout à l'heure. Ces 40 €, il faut absolument qu'ils reviennent à un niveau de 70 ou 80 €. Il le faut. Mais on le verra probablement à la réouverture de l'ensemble des commerces d'ici quelques jours. Très bien. Juste les 40 € par mois, ça ne me paraît pas beaucoup, mais 40 € par mois pour l'ensemble de la population moyenne. Oui, et c'est un panier mensuel moyen ramené à une personne sur un territoire sur un mois, qui était un mois de confinement, hein, attention encore une fois, hein, sur un mois de confinement, sur une commune de petite taille. Donc il faut bien regarder ces chiffres avec prudence. Et ce que je ferai au cours du temps, maintenant que nous avons construit cet indicateur, mais c'est un indicateur réel, hein, ma foi, je l'observe comme vous, c'est surtout de le surveiller au cours du temps. Nous allons conserver ce territoire un petit peu finalement pilote, en ajouter d'autres évidemment, et regarder comment ce chiffre évolue au cours du temps. Alors évidemment, hein, c'est ramené à un nombre d'habitants, à un ménage moyen. Évidemment, il y a des habitants qui consomment beaucoup et d'autres peu, mais on s'aperçoit en effet que ce panier a diminué du fait probablement de l'absence de consommation de certains, et probablement aussi, qui statistiquement fait baisser le panier, et du fait aussi de l'absence de certains commerces au mois de mars
sur les territoires de fait, puisqu'ils étaient fermés. Donc, les grandes dépenses, notamment de vêtements, de plaisir, n'ont pas été faites. Et on le voit très nettement. Donc, encore une fois, je vous ferai un suivi, si vous le souhaitez, pour regarder au moment du déconfinement, puis au moment de l'été, au moment des soldes. Ça va être très intéressant de voir comment effectivement ce chiffre évolue. Et il faudra qu'il repasse la barre des 80 ou 100 euros, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est fort intéressant. C'était des présidents de fédération qui nous disaient quand même, au niveau des commerces de bouche qui sont restés ouverts, hein, par exemple les fromagers, nous disaient qu'ils ont fait 20% de plus. Oui, de très beaux mois. D'affaires par mois. Donc, alors, évidemment, les restaurants étant fermés, les terrasses de café étant fermées, ça fait beaucoup de choses en moins. Et donc, par exemple, ils vendent beaucoup de raclette. Exactement. Voilà, parce que voilà, on fait restaurant à la maison. Et d'ailleurs, pardon de vous couper, on observe strictement la même chose, et c'est rassurant, dans les commerçants de bouche que nous avons dans notre portefeuille. Nous avons fromagerie, enfin tout ce que vous évoquez là, nous l'avons effectivement observé avec beaucoup de prégnance. Les commerces de bouche ont tous effectivement augmenté assez drastiquement les paniers qui sont eux faits statistiquement dans le bon sens. Et finalement, le frais a été plutôt bien consommé dans les commerces de proximité, mais également aussi très bien en grande surface. On s'est aperçu que les chiffres faits dans les grandes distributions, nous en avons moins, mais qui sont faits dans les grandes distributions que nous avons dans les territoires, ont également fort progressé. Hein. Donc les chiffres ont été effectivement très bons à la fois dans la grande distribution, mais aussi dans les commerces de bouche qu'on a, je confirme, hein, tout à fait. Alors, et les 20% me semblent tout à fait réalistes de mémoire, c'est à peu près ça qu'on observe. Juste avant que Constant pose la dernière question, on voit que quand chaque année on fait un baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville, et c'est l'Institut CSA qui est financé pour ça. Et là, ils ont dit, on connaît peu ce chiffre, on voit que 9 Français sur 10 considèrent que de consommer en centre-ville est un acte citoyen. Donc, comment on va garder tout ça? Je pense on s'est rendu compte de plein de choses, hein, même on parlait tout à l'heure des terrasses de café. 91% des Français considèrent que la terrasse de café fait partie de l'animation d'un centre-ville. Donc, tout à fait. Il y a un renversement de situation qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qui est en train de se produire. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, que le numérique, c'est vraiment le cadre de ces auditions. Et je vais peut-être laisser la parole à Constant pour poser cette dernière question. Les terrasses de café qui, on l'espère, vont bientôt réouvrir. On est sur la bonne voie, normalement. Alors du coup, dernière question, justement, pour évoquer un peu les jours, les années à venir. Comment vous voyez le centre-ville et le monde commerçant donc, à l'horizon 2030, dans une petite dizaine d'années? C'est une très belle question, et 10 ans finalement c'est beaucoup et très peu à la fois. Je me permets de rebondir sur la remarque de Pierre Creuset juste avant. Nous avons organisé plusieurs animations de centre-ville, c'est le cœur de notre métier, notamment au moment de Pâques, bientôt au moment de la fête des mères. Ces moments où l'on organise des animations, très souvent les consommateurs eux-mêmes viennent parce qu'ils savent qu'ils ont une participation à une loterie, à quelque chose qui va être agréable, qui va leur faire gagner un lot ou un peu de pouvoir d'achat. Et à ces occasions, évidemment, nous voyons les consommateurs qui parfois même se font prendre en photo avec leur commerçant qui leur remet un lot ou un bouquet de fleurs ou quelque chose.
Ces consommateurs nous disent effectivement régulièrement, mais moi j'apprécie soutenir mon commerçant. J'apprécie venir parce que je sais que c'est bien pour finalement l'emploi local, la dynamique locale de mon territoire. Je vous rejoins tout à fait, c'est un acte citoyen qui va bien au-delà de l'utilisation du digital en centre-ville et que l'on observe au moment des animations où il y a une forme de collectif agréable qui se forme entre des consommateurs qui ont envie de voir des commerçants continuer à exister et peut-être plus encore après ces mois de fermeture qu'ils ont eu à subir. Je vous rejoins complètement et c'est le témoignage que l'on recueille. Et ça me fait une belle transition avec la manière dont nous, Proxity, mais plus largement aussi au sein du groupe EDF, nous voyons les territoires d'ici une dizaine d'années. Je parlais à l'instant du soutien des consommateurs vis-à-vis de l'emploi et de la dynamique de leur quartier. Je pense que l'une des choses que l'on voit en 2030 et à laquelle, en tout cas, nous allons contribuer, nous l'espérons, c'est d'abord de voir un lieu, ce centre-ville, qui soit un lieu de renforcement d'équilibre économique des territoires, importance des villes moyennes, et donc valorisation de ces villes moyennes par le biais du commerce de proximité, valorisation de l'emploi local. Ça, c'est la première chose. C'est un lieu qui, de notre point de vue, le centre-ville, et en particulier le centre-ville de la ville moyenne, doit contribuer au renforcement d'un certain nombre d'équilibres économiques de territoire. La deuxième chose, c'est qu'on le voit, ce lieu, comme un lieu attractif, évidemment. Et d'ailleurs, ça va contribuer au renforcement de la visibilité et des équilibres. Un lieu attractif où un certain nombre de services du quotidien vont être présents et où consommer local va être relativement aisé. On peut penser à la personne âgée qui peut continuer à trouver les services du quotidien, mais aussi à l'actif qui va peut-être télétravailler dans ce lieu et qui va pouvoir avoir les services dont il a besoin et qui probablement permettra à terme aussi, ou en tout cas contribuera à diminuer les déplacements, puisque je parle aussi pour un groupe qui contribue à la diminution du CO2 et des modalités de consommation qui pourraient quelque part générer un bien-être et une qualité de vie supérieure dans les territoires. Et c'est bien aussi l'objet d'un centre-ville dynamique. C'est bien évidemment de diminuer un certain nombre de déplacements et de générer une qualité de vie là où l'on se trouve, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Si je devais citer un troisième élément, je dirais que nous défendrions un lieu de partage et de convivialité. On l'observe, et c'est ce qu'on vient de se dire d'ailleurs. Le consommateur a à cœur de fréquenter son centre-ville parce qu'il est agréable, parce que c'est un lieu où l'on se rencontre à la terrasse d'un restaurant, on vient de se le dire, ou même où l'on va demander conseil à son commerçant. Donc je dirais que ce serait un partage, une convivialité qui serait réaffirmée en fait. On passerait d'une situation où les commerces, peut-être, les centres-villes ont eu un peu tendance à se déliter ces dernières années, à une réaffirmation de l'importance de ces lieux qui invitent probablement à une forme de solidarité, voire même de préservation du patrimoine, parce qu'un centre-ville bien tenu est un centre-ville aussi qui permet de préserver un certain nombre de bâtiments. Et quand je parle de solidarité, je parle encore une fois de l'exemple de la personne âgée qui va pouvoir descendre en bas de chez elle et continuer à trouver un certain nombre de services. La dernière chose que je citerai peut-être, c'est évidemment un lieu qui combine du digital et de l'humain, c'est ce que nous défendons. Et je crois vraiment à cette combinaison des deux pour aller renforcer un sentiment de proximité. La proximité, on la sent lorsque l'on reçoit effectivement un email dans sa boîte, c'est du digital, mais dans cet email, il y a une belle affiche qui annonce que si l'on va 2 fois ce week-end dans le centre-ville pour consommer, alors on va peut-être participer à un jeu, une loterie, un élément agréable. Donc il y a bien cette combinaison qui va faire à un moment en sorte que le citoyen se dit effectivement, mon centre-ville regorge de bonnes idées et j'ai très envie d'y aller. Voilà, en 2030, finalement, on n'est pas en train de brosser un centre-ville plein de robots, à l'heure où d'autres
commence à imaginer monter sur Mars, mais on imagine plutôt un centre-ville accessible et désirable dans sa convivialité et dans le bon mélange du digital et de l'humain qu'on pourrait y mettre. C'est en tout cas ce que l'on dirait chez nous. Merci pour cette phrase de la fin. C'est vrai que le centre-ville, plus on apporte de la convivialité, du bonheur dans le centre-ville, plus on est bien et plus on a envie de promener ses enfants, de se promener, de profiter des cœurs de ville. Tout à fait. La réouverture des terrasses, ça va donner encore plus de poumons et de vie à nos cœurs de ville. Nous allons communiquer largement sur la réouverture des restaurants partout où nous sommes implantés avec un plaisir non dissimulé. Bravo, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et puis voilà, dans cette synthèse que nous allons faire, bien entendu, on parlera de Proxity et du groupe EDF. Voilà. Bien sûr, merci à vous pour votre invitation et ces belles questions. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.